Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier JT de la semaine sur Foot Mercato. Hier soir, le Stade Rennais a remporté le choc de la 4e journée de Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais dans une rencontre très électrique, une victoire arrachée sur le fil grâce à un doublé du jeune Meïté, et cette désillusion a du mal à passer côté lyonnais. Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca qui assure toujours l'intérim au bord du terrain avec la suspension du coach portugais, a pointé du doigt après le match le comportement du banc rennais. Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner. Il fait tous les buts devant nous et à la fin il nous menace, même un entraîneur adjoint a cherché à nous saluer pour nous provoquer. Je pense qu'autour du terrain, il y a beaucoup de monde qui doit aider l'arbitre à se concentrer sur le terrain et nous les professionnels du foot, on doit se respecter. Il faut savoir gagner. Une attaque directe à laquelle Habib Beye a répondu directement en rejetant toute accusation de provocation. Il peut dire ça, je sais exactement ce qu'il s'est passé. Il faut de temps en temps dire ce qu'il se passe vraiment sur un banc, ce qu'un coach entend et ce qu'il voit aussi. Je ne veux pas répondre, s'il pense que j'ai manqué d'humilité, ça le regarde, ça ne changera pas ma vie et je vais bien dormir ce soir, ce n'est pas important. Défaite amère ou victoire provocatrice, faites vos jeux. Toujours concernant l'OL, un des grands départs du club cet été se nomme Georges Mikotadze, victime de la situation financière catastrophique du club rhodanien. Transféré en Espagne à Villarreal contre un chèque de 36 millions d'euros, le buteur géorgien est revenu sur son départ dans un entretien pour Canal+. Au début du mercato, je m'étais mis dans la tête que j'étais à Lyon et que j'allais me concentrer à 100% ici. J'avais fait abstraction de tout, il est resté 4-5 jours, on savait qu'une vente devait être faite. J'ai aussi eu cette opportunité avec Villarreal et ça s'est passé assez rapidement. Mais ce départ forcé a-t-il terni malgré tout le conte de fées qu'il vivait avec son club de cœur? Pas du tout, assure l'intéressé. Un sacrifice pour le club, oui, on peut dire ça comme ça. Je me suis sacrifié pour sauver le club que j'aime, c'était dur, je repensais à ce qu'il s'était passé petit. C'était fort en émotion. De la rancœur? Non, j'en veux à personne, c'est la vie d'un footballeur. Lui n'a pas joué lors de la 4e journée de Ligue 1 à cause d'une blessure, mais Ousmane Dembélé se retrouve au cœur d'un scandale autour du Ballon d'Or qui sera décerné lundi 22 septembre. En effet, même si la candidature du joueur du PSG est légitime parmi les favoris, The Athletic a fait une enquête sur la dernière polémique ayant entaché le concours. Un journaliste australien, Neil Gardner, a en effet reçu un email d'une agence de communication lui proposant de mettre en avant la candidature de Dembélé. Une proposition rémunérée que Gardner a refusée avant de publier le contenu du mail sur ses réseaux sociaux. Nous envisageons une campagne d'1 mois visant à susciter le dialogue et à renforcer le discours autour de la candidature d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or. Plus précisément, nous aimerions proposer 3 tweets soigneusement rédigés par semaine pendant 1 mois qui mettront en avant ses performances, son impact et les arguments en faveur de sa reconnaissance. On parle donc là d'une tentative de corruption pour orienter une campagne de communication et donc influer un vote, un sacré scandale potentiel. Le média britannique a mené son enquête et après avoir contacté le clan Dembélé qui a assuré ne pas être au courant de cette affaire, il s'avère que cet email provient d'une société appelée Bangr International basée en Inde. Face à la polémique, le média a assuré que l'email reçu par Neil Gardner était l'initiative d'une jeune stagiaire de 18 ans. Alors, excuse facile face à la polémique ou vraie erreur, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Du côté de l'OM, Pablo Longoria s'est exprimé sur le mercato estival de son équipe, un grand chamboulement pour offrir à Roberto De Zerbi les moyens de ses ambitions. Avec le retour de la Ligue des Champions au Vélodrome, le boss des Phocéens a surtout rappelé que l'objectif marseillais au cours de l'été était d'amener une profondeur de banc certaine. Si tu prends le calendrier, tu te rends compte qu'il n'y a que 2 semaines pleines jusqu'à décembre qui te permettent de travailler avec tout ton groupe. Il faut une profondeur de banc pour être compétitif sur 2 ou 3 compétitions, c'était un objectif prioritaire, a-t-il déclaré. Et en faisant le tour des recrues de l'OM, Pablo Longoria soulignait aussi la volonté du club de se tourner vers des profils plus créatifs, notamment au milieu de terrain, et d'apporter de la complémentarité à ce groupe pour changer la configuration en défense et trouver de l'équilibre au milieu. Concernant le départ d'Adrien Rabiot en fin de mercato, le dirigeant espagnol dit ne pas regretter son choix. Je n'ai pas de regrets car nous avons été très clairs, il faut dire les choses sur Adrien. La première, c'est que ça ne change pas la considération que j'ai pour lui, je crois que le joueur nous a apporté beaucoup de choses. Mais quand tu as la conviction forte que le club doit être structuré de façon à ce que les décisions soient respectées, il n'y a pas de regrets. Quand tu es fidèle à tes principes, tu peux dormir tranquille. Toujours à l'OM, la défense va subir quelques changements en vue du déplacement à Madrid pour le match contre le Real. Leonardo Balerdi est incertain après le retour de sélection et touché au pied, il avait même été ménagé lors du match contre Lorient vendredi dernier. Une incertitude en défense qui vient s'ajouter à l'absence de Naïef Aguerd, buteur face au Merlu et auteur d'un premier match solide sous ses nouvelles couleurs. Il doit suivre un protocole commotion après avoir subi un choc involontaire avec un Lorientais. Le joueur a d'ailleurs confirmé la nouvelle sur ses différents réseaux sociaux. Une absence qui pourrait d'ailleurs pousser
De Zerbi a tenté d'aligner un Balerdi amoindri contre le Real. D'ailleurs, Ahmed Traoré va lui aussi déclarer forfait pour les Marseillais. Si l'Ivoirien va faire quand même le déplacement à Madrid, il est forfait pour la première journée de Ligue des Champions en raison d'une lésion à la cuisse. En tout cas, à Madrid, on a ciblé la menace numéro 1 à l'OM, c'est Mason Greenwood. L'ailier anglais est finalement resté à l'OM cet été après une première saison satisfaisante. Il est décrit par la presse espagnole comme la menace numéro 1 du club français. Reste à voir si l'ancien de Manchester United va enfin répondre présent dans un grand rendez-vous. On finit cette page française avec la mise au point d'Eric Abidal dont les rumeurs de décès avaient fleuri sur les réseaux sociaux ces dernières heures. L'ancien défenseur international a rassuré tout le monde avec un communiqué sur son compte Instagram, tout va bien pour lui. On passe à l'étranger avec la gifle reçue par Manchester United qui a agité la presse anglaise comme nous vous l'indiquions dans la revue de presse du jour, mais maintenant les légendes des Red Devils s'y mettent aussi. Roy Keane s'en est pris notamment au manque d'agressivité des joueurs de Ruben Amorim, incapables de montrer une réaction quand ils étaient malmenés par les Citizens. Pas un seul carton jaune, le derby de Manchester, il pleut, c'est le genre de match où il faut quelques tacles. United sort du terrain, j'en ai marre de me répéter, tu devrais être incapable de te lever pendant une semaine, pas un jaune, essaie de tacler, essaie de toucher quelqu'un, le football c'est un jeu physique. Interrogé sur Sky Sports sur la méforme de cette équipe, Gary Neville, autre légende du club, s'est lui inquiété du mauvais départ en championnat. Manchester United est 14e, nous n'en sommes qu'à 4 matchs. On ne peut pas entrer en octobre alors que Manchester United est 14e ou 15e du championnat, sinon l'entraîneur sera en difficulté. Il faut que la situation change rapidement et l'idée de l'entraîneur doit être acceptée très rapidement par les joueurs. Je m'inquiète pour l'entraîneur, je m'inquiète de ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines. Je ne pense pas que ce soit le moment de paniquer, mais j'ai déjà vu ça, nous avons vu ce film. D'ailleurs, concernant l'avenir de Ruben Amorim, on vous a donné la parole sur notre site et vous êtes unanime, il faut qu'il parte de son poste pour 78% d'entre vous après plus de 8000 votes. En Espagne, en parallèle à la guerre menée par le Real Madrid contre l'arbitrage, le Barça est lui en conflit avec sa fédération, coupable selon le club catalan de mauvais traitement de Lamine Yamal pendant le rassemblement de la Roja. Une accusation réfutée par la fédération espagnole qui remet en question la version du Barça. Selon des sources internes citées par Mundo Deportivo, le prodige espagnol de 18 ans ne présentait aucune gêne à son arrivée ni à son départ du rassemblement avec la Roja. Et en plus de ça, le club Blaugrana n'avait signalé aucun problème en amont, le joueur aurait même été en contact régulier avec le staff de la Roja sans se plaindre d'une quelconque blessure. En Italie, l'AC Milan s'est imposé face à Bologne pour le compte de la 3e journée de Serie A, mais le club lombard a déploré la perte de Mike Maignan qui est sorti sur blessure au mollet droit et avait même été vu en train de quitter le stade en béquille. Mais au lendemain de ce match, les premières nouvelles sont rassurantes. Il s'agirait d'une élongation au mollet droit pour le gardien, ce qui réduit la probable période d'absence pour l'international français, plus de peur que de mal pour les rossoneri. Au Brésil, Neymar continue son aventure, mais cette fois-ci, c'est un véritable coup de gueule passé par le joueur brésilien sur l'état des pelouses. Dimanche soir, Neymar a été victime d'une entorse de la cheville gauche dès les premières secondes du match entre Santos et l'Atlético Mineiro, après avoir vu son pied se bloquer dans la pelouse synthétique sur un dribble. Si sa blessure n'a pas été grave, elle a profondément agacé Neymar qui s'en est pris à la surface de jeu après la rencontre. C'est prouvé, le synthétique c'est de la merde, a-t-il écrit sur Instagram. Ce n'est pas la première fois que les pelouses synthétiques du Brésil reçoivent des critiques, elles rejoignent celles d'autres stars du championnat brésilien comme Memphis Depay, Lucas Moura, Thiago Silva ou Philippe Coutinho. C'est maintenant le retour du classique du lundi, le classement des buteurs européens, et pour ce premier checkpoint de la saison, l'honneur est fait au championnat russe qui a repris avant la plupart des championnats européens. Alexei Batrakov est le premier joueur à truster la première place avec 8 buts en autant de matchs pour le Lokomotiv Moscou, suivi par Mirlin Dakou, joueur du Rubin Kazan avec 7 buts. Harry Kane complète le podium avec 5 buts en 3 matchs pour le Bayern Munich. Le reste du top 10 est également à 5 réalisations, on peut observer la percée réalisée par Erling Haaland, 4e du classement grâce à son doublé contre Manchester United, et enfin Brynjolfur Williamson, joueur de Groningen aux Pays-Bas, complète ce top 5. On se quitte avec l'image du jour. Presnel Kimpembe s'est offert un dernier bain de foule au Parc des Princes avant son départ pour le Qatar ce week-end, l'occasion de refermer avec style son aventure parisienne. Merci de votre fidélité, on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.